Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour l'analyse en deux parties. Première partie, macro indice, matières premières et compagnie, euro-dollar surtout, très important. Et deuxième partie, action, où comme d'habitude, je prends dans les commentaires des choses que vous me proposez. Si ça paraît intéressant pour la pédagogie, quelque chose à dire, de plus que c'est aussi haussier baissier, je les prends et ça c'est donc dans la seconde partie. Avant de commencer par le CAC 40, on va commencer par les taux à 10 ans. Tout ça pour se dire un petit peu la même rengaine que ce qu'on s'était déjà dit. C'est donc en gros, il faut bien comprendre qu'on est dans la transition, hein. Donc tout le monde s'est foutu de la gueule évidemment des banques centrales l'année dernière, que c'était d'abord temporaire, et puis c'était pas le bon mot, puis c'était transitoire. Là c'est le bon mot. La problématique c'est que la définition de transitoire, beaucoup de personnes n'ont pas compris, paquebot économie, ça ne se déplace pas facilement. Et ça, on le comprend très bien avec les statistiques économiques qui sortent, c'est-à-dire de la résilience de l'économie. Et donc, du coup, dorénavant, on était soulagé parce qu'on était en train d'entrevoir la fin de la hausse des taux des banques centrales. Et dorénavant, on a à nouveau peur que si l'économie résiste et donc l'inflation résiste, eh bien, les banques centrales vont continuer de monter les taux. La chose que je vous répète depuis de nombreux mois, c'est que, en gros, il y a une limite à la montée des taux. Et même si le discours reste hawkish, même si le discours nous dit qu'il n'y a pas de limite, etc., il y a une limite. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est que à force de monter les taux, on va créer le hard landing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit qu'on est en relance limite, en soft landing, mais en no landing. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, de la même façon que l'inflation détient en elle-même ses propres solutions, c'est-à-dire que plus les prix montent et plus à l'avenir ils vont baisser, puisque plus les prix montent et moins, enfin si on n'intervient pas trop dans l'économie évidemment, et parce qu'on va pouvoir chercher des alternatives ou moins pouvoir acheter, et donc on va faire baisser la demande, et donc si on fait baisser la demande, on a une suroffre, et on crée soi-même finalement la récession qui fait baisser les prix. Ben là, c'est exactement la même manière, c'est-à-dire que plus vous faites monter les taux, plus vous rendez les financements compliqués, plus ça réduit les demandes de financement, et plus ça crée un blocage de la croissance, hein, une récession éventuelle plus forte, et donc plus les taux futurs descendront, mais plus tard. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est en gros, c'est comment on joue le quintet, et dans quelle proportion et dans quelle vague, parce que donc on a joué la récession l'année dernière, finalement il n'y a pas de récession, donc on joue le ouf de soulagement ce début d'année, puis maintenant on se dit, oui mais les banques centrales vont continuer de remonter les taux, puis on se dira plus tard quand on va commencer, parce que remonter les taux, en gros, comme je vous dis, c'est qu'aux États-Unis, on est à 5, éventuellement on peut les monter à 5,25, on peut donner une target à 5,5, mais on ne va pas vraiment monter plus haut. Donc l'essentiel qu'il faut se dire, c'est que le plus dur et le plus gros des hausses de taux est déjà derrière nous. Et l'erreur serait que les banques centrales continuent de monter les taux maintenant, alors qu'on sait très bien que les taux qu'on a montés ces précédents mois ne sont même pas encore tous intégrés à l'économie. Et donc vont continuer de serrer un petit peu les biquettes et vont continuer d'impacter l'économie. Donc c'est-à-dire ce n'est que dans quelques semaines, quelques mois encore, que l'on commencera à voir dans les statistiques économiques le manque de résilience. Et la résilience à aujourd'hui, elle est due essentiellement à la façon dont on a géré le Covid, et donc à la façon que les entreprises et que les ménages se sont refinancés et sont rentrés dans cette crise potentielle, dans cette récession potentielle, dans une bien meilleure santé que dans toutes les autres crises dans lesquelles ils ont pu rentrer. Ce qui fait que tout ça, ça dure et ça prend du temps. Mais ce virage du paquebot, il va avoir lieu. Et on ne va faire que finalement renforcer le fait qu'il ait lieu, parce que plus on se dit que l'économie est résiliente, plus éventuellement les banques centrales ont le FOMO, ont la peur de ne pas perdre de crédibilité, etc., et continuent d'être hawkish, etc., sans attendre justement que les hausses de taux qu'elles ont faites déjà précédemment impactent réellement l'économie, et ça prend 6-9 mois, et vous verrez qu'à un moment donné, le marché
Là, il a joué le ouf de soulagement. Maintenant, il se dit, oh mon Dieu, tout va trop bien, donc du coup, mon inflation ne va pas baisser et mes banques centrales vont continuer de monter les taux pour combattre l'inflation. Mais en même temps, ça arrange bien tout le monde quand même que l'inflation baisse, mais pas trop non plus, c'est-à-dire reste dans la fourchette 4-5%, parce que ça permet de résorber une partie de la dette au fur et à mesure. Et également, les banques centrales vont continuer de nous dire qu'elles vont remonter les taux, mais il va y avoir une limite. Donc à un moment donné, on va jouer un ouf de soulagement sur les marchés, parce qu'on se dira, on réalisera que les banques centrales, dorénavant, même si l'économie va mieux, même si l'inflation remonte, et je parle essentiellement des prix de l'énergie, et vous l'avez vu certainement sur le gaz naturel, il y a un rebond qui s'est mis en place sur le gaz naturel, ça a été 20%. Donc c'est 20% de hausse, mais au prorata de la baisse, évidemment. Mais tout de suite, il faut intégrer la volatilité du machin. Et à partir de ce moment-là, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché joue les trucs. Donc là, on va jouer, oh mon Dieu, on va nous resserrer les taux, puis on jouera le ouf de soulagement en disant, ah oui, je réalise quand même que les banques centrales vont continuer de monter les taux, mais à coup de, peut-être un coup de 0,5 et derrière du 0,25, et après c'est terminé. Le seul truc, c'est que les taux vont rester à ces niveaux-là toute l'année 2023, très certainement. Et ça sera peut-être l'erreur des banques centrales, ça sera de maintenant, non pas de continuer de monter les taux au-delà de ce qui est déjà prévu, voire à 0,25 près, mais ça va être de maintenir ces taux-là au même niveau trop longtemps par rapport à la dégradation de l'économie qui arrivera. C'est une question de temps. Et ben après, il faudra voir dans quelle proportion. Mais surtout, ce qu'il faudra voir, c'est l'incapacité peut-être de la Banque centrale dans plusieurs mois de réagir par de la baisse de taux et de ne pas suffisamment anticiper, ce qui n'est pas son rôle. Et c'est là où ça risque de coincer. Et c'est là où on va se dire que la Banque centrale aura fini par casser un truc dans l'économie et on aura peur à nouveau de la récession. Et on aura peur que la récession, d'une manière plus importante que ce qu'on a pu en avoir peur en 2022. Voilà, donc le tout après, c'est de savoir comment le marché va jouer les affaires, et c'est pour ça qu'on va regarder les taux, qu'on va regarder le dollar, qu'on va regarder les indices, ce genre de choses-là, les différents secteurs d'activité, pour voir un petit peu l'aspect timing. Mais en gros, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que les cartes, elles sont sur la table. Alors après, bien entendu, vous pouvez avoir des phénomènes. On peut avoir une faillite à un moment donné, ce qui fait reprendre peur sur la Fed, les banques centrales qui cassent un truc dans l'économie parce qu'on maintient les taux élevés trop longtemps et donc dans les refinancements, à un moment donné, ça va bloquer. Mais ça aussi, c'est un vecteur futur d'une baisse de l'activité économique. Ou alors, voilà, on peut avoir une poutinade supplémentaire, on ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler ces prochains mois, et tout ça, ça peut avoir un impact également donc, sur l'énergie, et je vous rappelle que l'énergie peut vivre sa propre vie, l'augmentation des taux ne change rien à l'affaire, et ça peut être un double risque, c'est qu'à la fois on peut avoir des taux donc, qui sont hauts et qui restent hauts, qui donc sont contraignants pour l'économie, et en même temps une inflation qui continue de rester élevée, mais à cause surtout des prix de l'énergie. Et au-delà de cela, l'économie qui commence à nous donner des stats dégradantes. Donc là, l'idée, voilà, vous comprenez bien, si vous voulez, que c'est important de bien comprendre les différents scénarios, les différentes phases que le marché va jouer. Et jusqu'à présent, je veux dire, on était dans des taux réels négatifs, mais derrière, voilà, on change petit à petit. Donc, au niveau de nos taux, si on rentre dans le détail, dorénavant, au niveau de nos taux, on voit bien que le marché obligataire, lui, il joue inflation. Et ce qui sera très intéressant, c'est que lorsqu'on aura un retournement sur les obligations à la hausse, eh ben, il ne faudra pas se dire c'est une détente, ça y est, on repense des inflations, ça y est, on repense que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes possible. Comme je vous le dis souvent, si ça remonte très fortement, à un moment donné, ce sera parce qu'on a peur de la récession. Et donc, à ce moment-là, on aura une compétition avec des flux qui vont sortir des actions pour aller chercher de l'obligataire. Moi, je pars du principe, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, alors il faut acheter des obligations, etc. Les obligations, il faut bien vous dire qu'elles vont donner de la surperformance par rapport au marché sur un court laps de temps, c'est-à-dire quelques mois, c'est-à-dire le moment où le marché décidera d'anticiper, d'avoir vraiment peur sur la récession.
Et le reste du temps, je partirai du principe que le marché action restera intéressant et continuera de donner de la performance parce que au-delà de la récession derrière, on commencera à intégrer les baisses de taux de la Fed, même si on aura très certainement un laps de temps où on jouera à se faire peur sur le manque de réactivité de la Fed. Enfin, on verra, parce que peut-être qu'ils ont appris quelques leçons. Le Covid, pour moi, est un exemple que les banques centrales peuvent réagir bien plus rapidement que ce qu'on croit et ce que l'histoire des différentes crises nous a montré jusqu'à présent. Donc on verra ce coup-ci si c'est différent ou pas. Mais en gros, voilà un petit peu comment il faut comprendre les choses et comment il faut entrevoir les choses. Et donc tout est une question de savoir qu'est-ce que le marché joue. Ok, est-ce que le marché, il est en train, jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière encore, le marché jouait le ouf de soulagement, désinflation, mes hausses de taux, je suis déjà au courant. Maintenant, on joue un petit peu la crainte de se dire, ben mon inflation, elle va pas baisser tant que ça, et donc mes banques centrales vont peut-être monter les taux plus haut que ce que je crois. Puis le coup d'après, on jouera, ok, mon inflation baisse pas tant que ça, mes banques centrales continuent de monter les taux, mais ils vont pas les monter au-delà de ce qu'ils ont annoncé. Donc en gros, le plus gros a déjà été fait. Et puis après, et donc limite je me soulage un petit peu sur ça, et puis après on se dira, ah ouais, mais ça y est, on commence à avoir les stats qui commencent à arriver, à dégrader l'économie. Peut-être que mes banques centrales ne sont pas réactives et maintiennent leurs taux à des niveaux élevés. Donc je continue d'asphyxier mon économie et donc je commence à jouer ma récession et je commence à jouer mon hard landing, peut-être fin d'année. Donc c'est qu'une question voilà, de savoir petit à petit quelle sous-vague on va jouer. Mais en gros, voilà, le quintet vous l'avez, hein, mais maintenant il va falloir le mettre dans l'ordre. Et c'est que ça, c'est ça le job et c'est ça le plus dur évidemment. Parce que n'importe quel économiste peut vous dire c'est ça, et revenir 2 ans après, vous dire vous voyez j'avais raison, sauf que à l'intérieur du moment où il a donné le truc et il a eu raison, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Donc, par exemple, 2 mois de hausse sur les indices à plus 10, plus 15%. Et évidemment, celui qui vous a annoncé la fin du monde, etc., il va revenir peut-être dans 6 mois pour vous dire, vous voyez, on est plus bas que quand je vous l'avais annoncé, sauf que il y a eu quand même pas mal de volatilité entre-temps. Donc voilà un petit peu où on en est sur cet espace-là. Donc pour moi, on continue, là, le marché obligataire continue de jouer le côté inflation et compagnie. Je pars du principe toujours qu'on n'aura pas ce qu'on a eu cet été. Ok, donc ça veut dire, je pense qu'il y a un moment donné, si vous voulez, où les taux ne peuvent pas, les taux longs, hein, ne peuvent pas monter au-delà, sur le 10 ans, au-delà des 5%, etc. Parce que de toute manière, à l'intérieur de cette montée même des taux, il y a la future baisse des taux parce que le marché se mettra à avoir peur de la récession. Plus les taux continuent de monter, plus le marché va prendre peur sur le hard landing qu'on se prendra à cause de ça, et donc plus les taux finiront par baisser. Mais ça, il faut encore évidemment le voir, et c'est important d'avoir le scénario dans sa tête, l'hypothèse de travail dans sa tête, et après évidemment de travailler le timing sur le graphique. Donc pour moi, ce que je verrai plus en fait, c'est à un moment donné, on va stopper ici l'hémorragie, et on va commencer à construire, et donc une espèce de gros range. Et le gros range, pour moi, vous le retrouvez sur l'euro-dollar, vous le retrouvez même sur le pétrole, vous le retrouvez sur l'or, l'argent, tout ça c'est bien interconnecté. Pourquoi? Parce que c'est ça la transition. On est en train de transitionner vers la résolution des goulots d'étranglement du Covid qui nous ont créé l'inflation. Et on est en train de transitionner vers un monde voilà, où on a des taux élevés et une croissance petit à petit qui va ramollir. Et on est en train de transitionner vers ça. Donc et ça prend du temps. Okay, mais on est typiquement dans la transition. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que au-delà des gros mouvements que l'on peut avoir, comme la correction qu'on a eue aujourd'hui sur les marchés, eh ben, il faut bien comprendre que derrière, vous pouvez avoir des rebonds, etc. Mais on va commencer à construire des figures larges, qui sont des ranges, qui peuvent être dans des biseaux, qui peuvent être dans des triangles symétriques, peu importe, de congestion, mais ça va être assez large. Donc pas mal de volatilité au début des figures, puis au fur et à mesure où les figures commencent à tirer vers leur fin, ça congestionne et vous avez de moins en moins de volatilité jusqu'au départ d'une nouvelle tendance, etc. Donc là, c'est là où il faut bien comprendre un petit peu que si on rentre dans ce type de marché-là, bah, c'est du marché de trading. Et pour le moyen termiste, etc., bah, c'est de l'observation et on sait qu'on va zigzaguer en attendant une décision.
Bon, on verra, on va le peaufiner au fur et à mesure. Mais c'est mon idée première. Donc pour moi, je verrais exactement la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, là, en effet, oui, c'est pas Jojo, etc. Et donc on se dit, bah, l'obligataire joue à fond les ballons, l'inflation persistante, la hausse des taux et compagnie, très bien. Sauf que je pense qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, on a un plafond au-dessus duquel on ne peut pas vraiment monter. Et si on monte au-dessus, on va commencer à dézinguer l'économie et la Banque centrale sera obligée d'intervenir en contrôlant la courbe des taux. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra rentrer le jour où ça sera vraiment dans l'idée, on rentrera dans le détail sur comment on fait ça, et ça a déjà été fait bien entendu. Et il faut savoir aussi que la Banque centrale a la capacité de définir un taux maximum aux obligations d'État et ne pas laisser le marché décider. Évidemment, ça serait très dommage, ça casserait un petit peu la crédibilité et la confiance dans la liberté du marché, mais on sait très bien que les banques centrales interviennent. Voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à se dire, c'est-à-dire que tant qu'on va naviguer dans cette zone ici, ben, on continue d'être dans la même triptyque, dans le même jeu, où on joue, bah oui, l'inflation, ça désinflate pas tant que ça, enfin ça commence déjà à bloquer un petit peu, et nos banques centrales restent au quiche et compagnie. Puis on jouera certainement, comme je vous l'ai dit, la réalisation que, ok, ils vont monter les taux encore, mais en gros pas beaucoup plus que ce qu'on sait déjà. Et le plus gros a déjà été fait. Donc en gros, voilà, à un moment donné, les taux ne vont plus devenir un sujet, je parle des taux courts des banques centrales, parce que voilà, on sait que peu importe ce qui se passe sur l'inflation, les banques centrales ne pourront plus trop réagir, ne pourront plus trop bouger. Et elles resteront probablement sur le même niveau de taux. Donc c'est ça qui sera important, ça deviendra plus un truc où on est omnibulé par qu'est-ce que va nous raconter Powell, est-ce qu'il va monter les taux de 0,25 de plus que ce qu'on avait prévu à la base ou quoi. Ça shiftera et on commencera peut-être à revenir un petit peu plus sur la micro et à commencer à se poser des questions sur les chiffres des entreprises, parce que c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, on a plébiscité énormément d'entreprises pour des chiffres très résilients, mais quand vous regardez un petit peu les objectifs des patrons, c'est un petit peu le flou quand même. Alors il y a des patrons qui sont encore positifs, il y en a d'autres qui sont... Mais la majorité d'entre eux sont quand même très neutres. Et ils sont très neutres parce que on est dans cette transition économique. Et si vous êtes pragmatique et si vous êtes honnête envers vous-même, c'est très compliqué aujourd'hui de se projeter et de pouvoir savoir comment on va sortir de cette transition, mieux ou moins bien. Et donc c'est ce qu'on a vu sur les résultats, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inconnue aujourd'hui. Et donc cet inconnu peut éventuellement repousser les investissements, sauvegarder un petit peu de trésorerie, et c'est ça aussi qui petit à petit bloque l'économie. Donc vous avez une espèce de prophétie autoréalisatrice. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, et ça se décide pas sur la prochaine stat de l'emploi qu'on aura, c'est au fur et à mesure, je veux dire, donc il va falloir que ça se construise. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, on est dans du no man's land, c'est du gros range, c'est de la construction. Ce qui va aussi beaucoup m'intéresser, c'est l'euro-dollar. Parce qu'on en avait parlé, le rebond de l'euro, la surperformance de l'Europe, et donc là, avec la correction de l'euro et donc la force du dollar, puisqu'on joue le côté inflation, augmentation des taux, donc on revient sur la sécurité dollar, c'est de la contre-performance, de la sous-performance européenne également à entrevoir. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, on voit sur une séance comme aujourd'hui, on voit tout de suite les portes de sortie de secours, que je vous dis, elles n'ont pas été agrandies, etc. Et donc, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous avez un retour de la volatilité. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc là, toute l'idée également, à moyen terme, c'est de savoir comment on va construire le range au niveau de l'euro-dollar. Et c'est ça qui va nous donner la suite. L'euro-dollar, si je fais très large, on peut dire 1,02, 1,10. Vous recassez par le haut, c'est surperformance de l'Europe, donc en gros on joue à plein les cycliques, on joue à plein la value, mais en gros ça veut dire aussi que la guerre est terminée, et on joue à plein justement, c'est les banques et compagnie. Mais à contrario, je veux dire, ça risque de durer un moment, mais si on recasse en dessous des 1,04, 1,03 et 1,02, là, ça veut dire pleinement que le marché est en train de jouer récession. Et donc, il va chercher du dollar en termes de sécurité. Ok, donc même, je veux dire, voilà, on
on en avait déjà parlé, mais ne serait-ce qu'en regardant l'euro-dollar, vous pouvez avoir beaucoup d'indications sur ce que le marché va décider de jouer. Mais là, ce qui joue, c'est une correction du mouvement acheteur. Donc c'est une sous-vague qui ne remet absolument pas en cause à ce stade, tant qu'on va tenir la zone des 1,02, 1,04, la poussée haussière qu'on a eue en novembre. Donc c'est une correction au prorata de la hausse qui ne remet rien en cause, qui nous neutralise l'affaire, et ce n'est que la sortie par le haut ou par le bas qui nous donnera la prochaine tendance. Et donc ça peut nous occuper quelques semaines sans avoir de décision encore. On est dans de la correction au prorata à ce stade-là. Point barre. Donc du coup, on va retrouver exactement la même chose sur l'or. On est sur de la correction au prorata. Et donc il va falloir attendre que ça zigzague, que ça fasse le yo-yo et que ça nous construise la figure pour savoir si ça casse par le haut ou par le bas et qu'on revient sur l'or, sur l'argent, ou au contraire, on dégage et parce qu'on dit je veux que du dollar. Donc l'argent, ça va être exactement la même chose. Donc là, la correction est un peu plus puissante sur l'argent, mais on est pareil dans des configurations de construction très larges qui peuvent durer. Et sur le pétrole, finalement, c'est la même chose. On va se dire que s'il n'y avait pas les réserves stratégiques américaines qui sont dumpées, potentiellement le pétrole aurait dû rebondir dans la logique des choses. Et c'est ce qu'on va regarder, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, même si le pétrole rebondit, on va s'inquiéter du retour de l'inflation. Mais dans le rebond du pétrole, il y a la récession dedans. C'est plus le pétrole rebondit, plus on s'inquiète de l'inflation, mais plus on s'inquiète du pétrole haut et de l'inflation, et plus c'est la récession qu'il y a là-dedans, dans le prochain coup, et donc la résolution du problème. Alors à long terme, hein, bien entendu, le problème ne va pas se résoudre aussi facilement que ça, parce qu'on est dans du déficit d'offres. J'ai déjà fait suffisamment de topo là-dessus depuis des années. Mon avis ne change pas. Donc c'est qu'une question également, dans tout ce que je vous dis, de bien structurer un petit peu sur, voilà, quels sont les scénarios de court moyen terme, et quels sont les scénarios de plus long terme, c'est-à-dire sur les énergies de base, sur les métaux. On sait très bien qu'on est potentiellement dans de l'inflation linéaire un petit peu plus durable. Donc là, quand on est sur le Brent, quand on est sur le pétrole, on est dans la congestion ici. Ça casse par le bas, on se dira, oh mon Dieu, la récession. Ça casse par le haut, on se dira, bon, ça peut être plusieurs multiples, ça peut être l'Ukraine, ça peut être derrière les US qui nous annoncent qu'à un moment donné, leurs réserves stratégiques, et si elles portent bien leur nom, il faudra qu'ils arrêtent de les dumper et il faudra qu'ils les renflouent. Donc c'est autant un support d'achat sur le pétrole. Donc ça, voilà, ça se regarde. Mais à ce stade-là, vous voyez, on est très neutre, très congestionné, et on est en attente de la décision du marché. Est-ce qu'on va jouer tout de suite la récession à venir, ou est-ce qu'on va jouer l'intermède? C'est ça qui est important. Et on jouera la récession plus tard. Et après, ce qui est important dans la récession, c'est bien beau de dire il va y avoir une récession, mais en fait, ce qui serait plus important, et je ne peux pas répondre, c'est de savoir, ok, mais dans quelle proportion? C'est ça le plus dur. Hein, tout le monde est capable de dire, à un moment donné, on va se taper une récession, oui. Ok, mais c'est dans quelle projection et dans quel ordre de grandeur? Moi, je pars du principe que les graphiques nous donneront la réponse. On le saura avec les graphiques. Et pour l'instant, il faut regarder. Je vous montre un petit coup de gaz naturel. Donc, je ne refais pas le focus. C'est très intéressant parce que la majorité des médias ont parlé justement de la chute du gaz naturel la semaine dernière et cette semaine. Pile au moment où on pouvait se dire que, en gros, on a tendu bien l'élastique et qu'il faut s'attendre, sans remettre en cause la tendance baissière, hein, c'est ça qui est important, il faut s'attendre à de l'élastique. Et là, l'élastique, c'est ça qui est très important, c'est bien de vous dire que quand le gaz naturel rebondit, c'est le gaz naturel américain, hein, c'est un rebond de 20%. Alors c'est au prorata de la baisse, bien entendu. Ça ne remet pas en cause la tendance baissière, bien entendu, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le prorata, il peut bien remonter encore jusqu'aux 3 $, et ça fera quasiment 50% de hausse, et ça, évidemment, c'est répercuté. Alors c'est les futurs, donc ça prend du temps à être répercuté et compagnie, mais c'est de la résilience d'inflation, contre lesquelles les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est taper évidemment sur la demande à terme, mais c'est très limite, et ça ne suffira pas globalement. Mais ça, c'est important. Et donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une sous-vague où vous avez un rebond du gaz naturel en mode « oh mon Dieu, l'inflation va résister, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose » et compagnie. Mais pour autant, nous, c'est là où il faut prendre notre recul nécessaire en se disant «
Oui, d'accord, mon gaz naturel peut bien rebondir. Il peut bien rebondir encore de 20, 30, 40%, mais il ne remet pas en cause ma tendance baissière de fond. Donc c'est là où vous devez comprendre qu'en gros, vous pouvez avoir une hypothèse de travail généralisée de désinflation, où vous vous dites, moi je sais qu'en gros, à horizon, je sais pas, un an et demi, euh, la désinflation va continuer, mais je sais que je vais avoir des moments de rebond de cette inflation. Donc généralement, ma tendance va être à la baisse, mais je sais que sur certains mois, je vais avoir des rebonds liés à mes rebonds sur les prix de l'énergie, par exemple. Et donc, il faut intégrer. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez les stats qui sortent d'inflation avec du rebond de l'inflation, il ne faut pas aller oh mon Dieu, l'inflation est persistante, etc. On ne peut pas juger, si vous voulez, d'un retournement de la tendance de fond sur une stat d'un mois. Surtout que c'est stats arriérées. Donc, c'est bien vous faire comprendre également qu'il faut éviter d'être. Alors, si vous êtes trader court terme, très bien. Mais si vous êtes investisseur, il faut éviter de vous faire noyer par le bruit de marché, des stats qui sortent comme ça au jour le jour, et essayer de prendre le recul nécessaire. Parce qu'une stat qui sort comme ça, comme actuellement les stats économiques qui sortent meilleurs que prévu, ça impacte le marché, mais si vous avez un scénario de long terme, est-ce que ça impacte votre scénario long terme réellement? C'est ça qui est important de vous dire pour éviter de vous faire complètement noyer par des données de court terme qui ne changent rien sur le scénario de long terme. C'est ça que je suis en train de vous dire. On va attaquer avec les indices. Et la première chose qui doit vous sauter aux yeux sur l'indice, au-delà de la baisse, évidemment, et du fait qu'on perd 2% et que ça va être, ça y est, c'est la fin de la hausse, ça y est, c'est le double top, ça y est, c'est le crack qui commence, etc. Ok, très bien. Ce qui doit vous marquer, c'est les volumes. Premièrement, volume important. Et deuxièmement, le fait qu'on a débuté la séance quasiment au plus haut et qu'on l'a fini au plus bas. Et qu'on fait un chandelier qui avale globalement toutes les précédentes séances un petit peu où on s'est cherché. Ça ne veut absolument pas dire que la tendance haussière est terminée. La tendance haussière, je veux dire, tant que vous n'allez pas casser les 6800 points, pour moi, on n'inverse pas la tendance. Okay, ce qui n'empêche pas de proratiser à un moment donné. Et je vous avais dit, la consolidation peut être de deux ordres, soit une consolidation à plat, soit on pique du nez très rapidement. Donc là, on peut toujours faire du rebond, se chercher, permettre de créer la congestion avant de choisir son camp. Ou alors, on va poursuivre la baisse et on peut aller chercher, pour moi, il y a deux niveaux qui me paraissent importants. C'est la zone des 7100, 7120. Et la deuxième zone qui va me paraître très importante, c'est en gros cette zone des 7040, 7070. On peut évidemment, dans un excès, aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 50, mais je partirai du principe pour moi que tout ce qui va aller chercher là en dessous, ben, je veux avoir des liquidités et je veux payer. Sinon, voilà, s'il y a du rebond, je continue à jouer short. Je pars du principe que même si on fait de la consolidation à plat, ouais, on a cassé un petit peu la dynamique et donc du coup on va se mettre à souffler. La seule question c'est est-ce qu'on va souffler d'un coup ou est-ce qu'on va prendre notre temps. Mais toujours est-il, voilà, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est monté très haut, très fort et donc il faut accepter qu'on proratise, mais il ne faut pas, juste parce qu'on proratise, remettre en cause tout de suite la tendance. Il faudra du temps pour ça. Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est important juste de dire, ben voilà, on a matérialisé pour l'instant la résistance. Et donc ce que l'on attend de voir, c'est où le marché va venir chercher son support, et donc ce qui nous permettra de construire notre figure de congestion. Ici, je vous mets un exemple. Alors j'aime pas trop les obliques trop pentues, mais voilà, si je nettoie un petit peu mon graphe, je vous dis pourquoi pas un triangle ascendant avec une oblique qui tourne aux alentours des 7050 actuellement, et se dire, voilà, on va chercher comme ça, et on va zigzaguer, et on prendra la décision plus tard. Plus tard, ça nous donne Mars. Alors après, vous pouvez toujours avoir un événement incongru qui sort, hein, c'est comme ça, et qui vous crée une volatilité supplémentaire. Ça fait partie du marché. Mais dans l'idée, voilà, c'est l'idée du scénario, c'est-à-dire on n'est pas en mode panique, on n'est pas en mode je balance le bébé avec l'eau du bain, on est en mode, bah, il faut bien souffler à un moment donné. Et maintenant, ce que je veux voir, c'est jusqu'où le marché est prêt à souffler, où les acheteurs reviennent, avec quelle force,
et qu'est-ce qu'on construit comme figure. Et ça va me permettre de jouer la prochaine tendance. Donc du coup, quand vous avez différents profils, c'est de vous dire, il y a des moments, si vous voulez, pour être agressif sur les marchés, il y a des moments pour être défensif, observateur, attendre que le marché nous montre. Vous n'êtes pas obligé de jouer aux devinettes, vous n'êtes pas obligé d'essayer de choper le point bas, vous pouvez attendre que le marché vous le montre. C'est peut-être moins excitant, mais ça paye plus. Donc, parce que la règle d'or, quand on rentre dans des marchés comme ça, qui vont potentiellement se chercher, ben, c'est surtout de perdre moins que le marché. C'est ça qui fera la différence sur votre performance à la fin de l'année. Ce n'est pas dans votre capacité à avoir gagné quand les marchés montaient, c'est dans votre capacité à avoir pas perdu ou moins perdu quand les marchés baissent. C'est ça qui fait toute la différence dans votre performance in fine. Et dans c'est votre conservation du capital. Et si on regarde le Nasdaq, donc le Nasdaq également, il n'a pas apprécié la stat et compagnie, mais bon, c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'il n'a pas apprécié, et donc du coup, là aussi, on a corrigé au prorata. Il ne faut pas oublier qu'on a fait, en l'espace de un mois, quasiment 2000 points de hausse, et donc on est en train d'en reperdre quasiment 1000. Donc à ce stade-là, je veux dire, le marché, là, il est en train de tenir les 11 009. Je ne sais pas dire si ça suffira pour faire un rebond plus. Tout ce que je sais dire, c'est qu'on est un petit peu bloqué. Alors que ce soit 11 009, mais je mettrai peut-être un autre niveau. On peut mettre un autre niveau sur les 11 007, il y a les 11 008, il y a pas mal de niveaux. Mais en gros, voilà, on est bloqué là-dedans. Là, éventuellement, c'est la médiane. Peut-être qu'on ira chercher le plus bas, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut s'attendre à ce que le marché joue certainement du zigzag, donc plus du trading, avant de nous donner la décision. C'est-à-dire, soit je casse par le bas et là on commence à se dire, ouais, c'est pas terrible de naviguer un petit peu trop dans le bas de la figure. Soit on arrive à maintenir et on recasse par le haut et là on se dit, ben, on relance. Et on jouera le fait que pour X raisons, le marché recroît la désinflation, a finalement intégré que même si la Fed continuait un petit peu de monter ses taux, le plus gros était déjà passé. Et tout ce qu'on regardera, donc, c'est un petit peu les stades de désinflation, jusqu'à ce qu'on prenne peur sur la récession plus tard. Donc c'est savoir ce qu'on jouera. Ou alors on prend peur tout de suite maintenant. Voilà, c'est savoir, est-ce qu'on va le jouer, on n'est pas sûr, le soulagement à un moment donné, ou est-ce que le marché va se mettre à jouer tout de suite à un moment donné. Là, la peur que l'inflation est sticky, tienne, et puis dans quelques semaines, tout de suite, que on va commencer à avoir peur sur la récession. Bon, je pense que c'est peut-être pour plus loin, comme je vous ai dit, peut-être pour la seconde partie de l'année. Donc pour moi, là, c'est des niveaux de marché très trading, parce qu'on est sur des niveaux qui peuvent réagir, en effet, en rebond, mais il ne faut pas s'attendre à des retournements de tendance en ligne droite, j'y crois pas. J'ai besoin que ça construise. Voilà pour cette vidéo. Je passe à la deuxième partie sur l'analyse des actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux également, de retweeter et compagnie. Voilà, ça fait plaisir, ça permet à mon travail de se faire connaître et également donc d'aider plus de personnes. Et c'est bien là le but et c'est ce qui me motive. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez le quintet dans l'ordre, dans le désordre, dans quel ordre vous le voyez. Et on se retrouve donc pour la seconde partie de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie quand j'ai le temps en milieu de semaine. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine. Salut!